Est-ce que vous aussi, en ce moment, vous avez envie d'autre chose ? J'ai une nouvelle à vous annoncer, la plateforme de streaming Gaïa arrive en France. C'est une plateforme qui est dédiée à l'éveil des consciences avec des contenus inspirants et audacieux. Et ça se passe sur gaia.com, Gaia.com. Vous y trouverez entre autres des personnalités qu'on apprécie comme Greg Braden et Bruce Lipton que j'ai déjà reçus au micro de Métamorphose et d'autres grands noms comme Joey Dispenza ou encore Ram Dass. De vraies pépites avec plein de contenus originaux, des documentaires, des cours de yoga ou encore des séminaires passionnants, le tout en français, pour vous accompagner dans votre cheminement personnel, chacun à son rythme et avec sa sensibilité. Alors profitez dès maintenant de 7 jours offerts pour découvrir Gaïa en allant sur la page gaia.com/Anne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Est-ce que ça vous arrive aussi ? Vous rentrez d'une journée de travail et vous vous jetez sur ce que vous trouvez dans vos placards alors que vous n'avez même pas faim. Vous mangez 3 fois trop la veille d'un examen ou d'un rendez-vous important. Vous réprimez votre tristesse en vous jetant sur un pot de glace ou sur un paquet de chips. Dans ces moments-là, il est plus facile de manger pour ne pas faire face à ses émotions et à ce qui se passe véritablement à l'intérieur. Ces comportements relèvent de ce que mon invitée du jour appelle l'alimentation émotionnelle. En ayant elle-même souffert pendant des années, elle a longtemps cherché un remède miracle et après un long et tortueux cheminement, elle partage ses enseignements et ses clés dans son livre « Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle ». Bonjour Julie Rojon et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour Agathe, merci beaucoup pour ton accueil. Avec plaisir, c'est un plaisir de te recevoir dans ce super studio. Alors je le disais, toi tu as fait face à l'alimentation émotionnelle, c'est en partie ça qui a donné naissance à ce livre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, ton chemin ? Il y a une citation de ton livre qui m'a particulièrement marquée. Tu dis que tu ne te souviens d'une partie de ta vie en fonction de ton poids et non de tes émotions, ce qui est quand même assez fort. Oui, c'est hyper impactant. Et c'est vrai que quand je retrace, je vois ma vie comme une frise chronologique. Et en fait, au lieu de voir mes étapes de vie, je vais plutôt voir mon poids. Puisque moi, l'alimentation émotionnelle et ma souffrance vis-à-vis de l'alimentation a commencé très tôt. Je dirais autour de mes 12-13 ans. Je ne pourrais pas le dater, mais je me revois manger frénétiquement, dégoûter, sans m'arrêter, reprendre des gaufres les unes après les autres. Et je dirais que ça a duré jusqu'à mes 30 ans pour que je m'en libère vraiment. Donc, potentiellement, une bonne partie, la bonne moitié de ma vie. Et tu expliquerais ça comment tu t'es rendu compte que c'était vraiment ça, que c'était de l'alimentation, ça devenait de l'alimentation émotionnelle ? Alors, je m'en suis rendu compte très tard parce que finalement, au début, quand j'étais adolescente, ça se disait pas trop. On n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc, je me suis bien rendu compte qu'il y avait une souffrance. J'en ai beaucoup discuté avec mes parents qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que je puisse avoir des suivis. Mais j'ai mis le mot d'alimentation émotionnelle finalement très tard. Après bien 10 ans de souffrance, j'ai compris que en fait, le point d'orgue et le gros souci derrière, c'était la façon dont je vivais mes émotions ou dont finalement je les faisais taire puisque je les vivais pas. Et d'ailleurs, ça m'emmène justement sur la question très basique. Qu'est-ce que c'est l'alimentation émotionnelle ? Alors, c'est très difficile, c'est vrai, de la définir, puisqu'on a tous une façon de vivre notre alimentation émotionnelle de façon différente. Pour schématiser, je dirais que c'est le fait de manger pour s'anesthésier et éviter de vivre ses émotions. Mais tout ça, c'est fait de façon inconsciente. On ne se dit pas « Oh là là, je suis triste, je suis en colère, alors je vais manger ». C'est vraiment une pulsion qui est plus forte que nous. Et pour moi, on vit tous de l'alimentation émotionnelle et ça peut ne pas nous déranger. Ça devient problématique quand ça génère de la souffrance. Comment on l'identifie alors ? Tu dis que c'est inconscient. On n'est pas forcément toujours en train d'en souffrir, mais comment on peut se rendre compte qu'on est en train de manger ses émotions ? Je dirais que c'est la souffrance. C'est la souffrance que ça génère, puisque une fois que j'ai peut-être trop mangé alors que j'avais pas envie de manger et que je n'ai pas pris de plaisir, je vais souffrir, je vais avoir de la culpabilité, donc je vais me poser des questions et me dire mais pourquoi j'ai fait ça ? Et puis après on peut avoir la honte qui arrive, je suis nulle, j'y arriverai pas. Et ça c'est des bons indicateurs qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque l'alimentation émotionnelle
émotionnel, il y a quelqu'un qui va pouvoir manger 2 gâteaux et qui va être dans cet état-là. Et puis pour une autre personne, il va falloir manger 2 paquets de gâteaux. Donc on a vraiment aussi des limites qui vont être divergentes. Et est-ce que l'alimentation émotionnelle va forcément entraîner des troubles du comportement alimentaire ou en est forcément à l'origine ? Alors, je ne sais pas si c'est l'alimentation émotionnelle est à l'origine des troubles du comportement alimentaire. En fait, c'est vrai que les troubles du comportement alimentaire, il y a tellement de facteurs qui peuvent déclencher un comportement biaisé avec la nourriture que c'est difficile d'incriminer tel ou tel facteur. Néanmoins, l'alimentation émotionnelle, pour moi, elle est forcément représentée dans les troubles du comportement alimentaire. De là à dire qu'elle est à l'origine, ça dépend vraiment, vraiment des personnes. Et si on souffre de sa relation avec l'alimentation, on ne va pas forcément développer des troubles du comportement alimentaire, puisque là, ils peuvent être diagnostiqués par le corps médical. On a la boulimie, l'hyperphagie, l'anorexie. Voilà, on ne tombe pas forcément dans ces carcans-là. Et pourquoi alors un des moyens qu'on trouve assez naturellement et facilement, parce que tu dis que ça concerne beaucoup de personnes, Je crois, oui. pour gérer ces émotions, c'est finalement de manger. Pourquoi c'est pas autre chose ? Alors, je pense que ça peut être autre chose. Il y a des personnes qui vont se diriger vers le tabac, vers l'alcool. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui vont se diriger en même temps que vers l'alimentation, vers la nourriture, qui vont se diriger en même temps vers l'alcool, vers le tabac. Dans nos sociétés occidentales, on a la chance, quand on a les moyens financiers, de pouvoir avoir de la nourriture à profusion. Donc c'est simple, c'est facile, c'est à portée de main. Et c'est aussi des images qu'on nous a montrées depuis notre plus jeune âge. Moi, je me souviens quand j'étais adolescente, qu'on regardait des séries, on voyait souvent les jeunes filles qui étaient tristes, par exemple, avec un chagrin d'amour, et qui allaient manger des pop-corn avec leurs copines. Donc on a aussi tout ce que la société nous a donné comme message de façon insidieuse. On a aussi toutes les affiches, toutes les publicités. Là, on est à Paris, j'ai vu plein de pubs de nourriture absolument partout. Donc tout ça, même si on a l'impression inconsciemment de ne pas les voir, on les voit et notre cerveau va forcément nous amener vers la nourriture. Et j'avais une petite question qui m'est venue en tête quand j'ai vraiment lu ton livre. Tu parles à un moment des différents régimes alimentaires selon les cultures, la place de la nourriture dans les cultures. Et je me dis, nous, en tant que Français, l'alimentation, c'est quand même, la nourriture, c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre culture. On a vraiment ce plaisir de l'art de la table. Est-ce que, du coup, nous, Français, on n'a pas plus de possibilités de tomber dans l'alimentation émotionnelle encore plus parce que, la nourriture, c'est quelque chose, et les repas et les moments à table, c'est quelque chose qui sont vraiment partie intégrante de nos vies? Alors, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence entre nous, Français, et par exemple les Anglais qui vont passer beaucoup moins de temps à table. Néanmoins, le fait qu'on soit beaucoup à table, ça peut être anxiogène pour les personnes qui souffrent d'alimentation émotionnelle, parce que les fêtes, les anniversaires, on reste des heures et des heures à table, voire toute la journée. Ouais. Et je pense que ça peut générer une souffrance supplémentaire. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas je peux me tromper, mais moi dans ma pratique, que ça puisse être un déclencheur supplémentaire des troubles alimentaires ou de l'alimentation émotionnelle. Et puis à l'approche des fêtes, il y en a que ça peut aussi beaucoup angoisser d'avoir justement ces longs repas toute la journée, très grande angoisse. Pendant des heures. Pourquoi au fond l'alimentation émotionnelle n'a rien à voir avec nos besoins physiologiques et que ça nous déconnecte de ce qu'on ressent vraiment et des sensations de notre corps? Eh bien, en fait, on n'a pas faim à ce moment-là. On n'a pas faim, on n'est pas nécessairement dans le plaisir, parce qu'on peut aussi ne pas avoir des besoins physiologiques qui émanent de la faim, mais des besoins, j'ai envie de me faire plaisir avec mes amis ou seule. Là, on est vraiment dans une pulsion qui est plus forte que nous et qui nous déconnecte complètement de notre corps, puisque quand on va manger, en plus, souvent, on mange très vite, on ne va pas mastiquer. Donc, 80% de notre énergie du fonctionnement de notre corps va être sur nos organes de digestion. Et on n'a plus le loisir de penser, on n'a plus le loisir de faire autre chose. Donc, on est vraiment presque l'ombre de soi-même. Souvent, ce que j'entends en thérapie, c'est comme si j'étais décalée de mon corps, comme si j'étais en dehors de mon corps, tellement je me sens anesthésiée. Et donc, pour un peu se libérer de l'alimentation émotionnelle, toi, tu proposes quelques pistes
Et d'abord, il y en a une qui m'a un petit peu frappée, c'est de dresser un peu le portrait de son alimentation, de découvrir son identité alimentaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire découvrir son identité alimentaire ? Qu'est-ce que c'est ? C'est qui je suis à travers l'alimentation. On a tous une histoire alimentaire qui est différente en fonction du pays, de la région dans laquelle on est né, des influences de notre famille, de notre entourage, de nos amis. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte dans la construction de notre identité alimentaire, comme dans la construction de notre personnalité. Et je trouve que c'est vraiment un chouette travail de mettre carte sur table et de voir qui on est, et la façon dont on s'alimente va forcément retranscrire qui on est. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience de regarder le caddie de la personne avant toi quand t'attends pour payer tes courses. Son caddie va dire beaucoup de qui elle est. Oui, c'est vrai. Et comment on va faire alors ? C'est quoi la démarche ? Est-ce que c'est juste vraiment se dire, voilà, dans une semaine, je mange ça, c'est mes repas, et partir de ça, ou est-ce qu'il faut creuser plus loin, se questionner autrement que par seulement la nourriture ? Alors moi, j'irais creuser plus loin. Si on fait juste un carnet alimentaire, comme le font par exemple les diététiciens, les nutritionnistes, on va savoir ce qu'on mange, mais bon, c'est une photo à un instant T qui n'est pas forcément représentative de tout notre héritage. On va plus se poser la question, comment étaient les repas quand j'étais enfant ? Qui est-ce qui faisait à manger ? De quoi est-ce que je me souviens ? Est-ce qu'on passait beaucoup de temps à table ? Est-ce que les personnes qui m'ont élevée cuisinaient ? Voilà, on va plus se poser ce type de questions. Et en fait, l'alimentation, c'est un pont qui va nous permettre aussi de retracer notre histoire au sens plus large. Et d'ailleurs, c'est vrai que l'alimentation et l'alimentation émotionnelle, c'est un billet pour apprendre à se connaître. Finalement, ça peut être une jolie chance aussi de souffrir, même si c'est pas facile à entendre, d'alimentation émotionnelle, puisque ça va nous permettre d'aller à la connaissance de qui on est. Au final, c'est un pont pour aller plus loin dans la connaissance de soi et chercher ce qui a pu se passer ailleurs et ce qui se passe ailleurs dans notre vie. Exactement. Et est-ce qu'il y a des émotions en particulier qu'on a plus tendance à manger que d'autres ? Je dirais la tristesse, la colère, peut-être tout ce qui est aussi culpabilité et honte, qui sont probablement aussi engendrés par des prises alimentaires. Il peut y avoir aussi de la joie. Il y a des personnes qui ont du mal à finalement se sentir heureux. Ça fait beaucoup pour eux d'un seul coup, donc on va se diriger vers l'alimentation. Mais vraiment, pour moi, le nerf de la guerre, si je peux parler ainsi, c'est la colère et la tristesse. Et pourquoi alors est-ce que c'est celle-ci qu'on va manger en particulier ? Parce qu'elles sont difficiles elles peuvent en tout cas être difficiles à vivre. Ce sont les émotions qui sont désagréables, qui sont douloureuses, qui vont nous pousser à manger. Parce que j'ai pas envie de ressentir tout ça, ressentir un énorme chagrin, une énorme tristesse. C'est pas évident. Ou alors une colère, finalement, je sais pas quoi en faire. J'ai pas envie de me poser le pourquoi du comment. C'est comme ça, je veux juste pas en entendre parler. Mais tout ça, ça se fait de manière totalement inconsciente. Et surtout que c'est des émotions qu'on n'a pas forcément appris à gérer en plus, ou que justement on nous a appris à trop gérer. Complètement, ou même je sais même pas ce que c'est. Finalement, le monde des émotions, on en parle depuis quelques années, donc voilà, on commence à former les enfants, on commence à savoir comment ça se passe, ce que je ressens à l'intérieur de moi, mais ça peut être quelque chose de tout à fait étranger, et je peux être même complètement déconnectée de mon corps et pas me rendre compte que ce que je ressens, eh bien, c'est de la tristesse. Et ça, c'est vrai que c'est un problème dans nos sociétés occidentales qu'on est en train de résoudre fort heureusement, mais si je sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, ou si je ne sais pas comment faire pour accueillir des émotions qui sont désagréables et que j'aime pas ressentir, je peux me tourner vers la nourriture. Et donc c'est pour ça aussi que tout le monde potentiellement peut souffrir d'alimentation émotionnelle ? Oui, et puis on peut tous manger de façon émotionnelle sans nécessairement que ça nous fasse souffrir. On peut avoir un épisode dans sa vie qui dure un mois, c'est pas facile, je vais manger pour me réconforter, et puis après ça s'arrête. Donc c'est presque un non-sujet, mais ça devient vraiment problématique quand c'est sur une longue durée et que ça me fait souffrir. Et alors, pour commencer un petit peu le chemin de la libération, il faut quelque part reprendre un petit peu les bases. Toi, dans ton livre, tu parles déjà de recommencer à identifier les sensations de base de l'alimentation, c'est-à-dire la faim, le rassasiement et la satiété. Comment on les identifie alors ? C'est assez difficile, figure-toi, parce que encore une fois, quand on a la chance de pouvoir manger à sa faim, on a rarement faim, en fait, quand on va manger. On peut dire « j'ai le ventre qui gargouille un peu, j'ai faim », mais c'est plus un tiraillement, une tension qui ressemble à de l'appétit, à de l'envie de manger. Mais finalement, la vraie faim, on ne l'a pas nécessairement, et la satiété non plus, parce qu'on mange très vite, on mange avec beaucoup de divertissement, donc on peut être complètement déconnecté. Donc effectivement, un premier pas, ça va être de ralentir
et de se reconnecter avec tout ça et de pouvoir manger la nourriture dont on a vraiment besoin et qui nous apporte aussi du plaisir, parce qu'on n'est pas forcément que dans le besoin. Moi, je pense que manger, c'est une source de plaisir énorme. Je te contredirai jamais là-dessus. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as des petits conseils pour manger moins ? C'est quelque chose qu'on entend assez souvent, il faut ralentir, il faut prendre le temps de mâcher. Mais dans les faits, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je sais que parfois, ça m'arrive, pareil, de manger en regardant une vidéo, en écoutant même quelque chose, forcément la radio ou quoi que ce soit. Et du coup, on n'est effectivement pas concentré sur ce qu'on mange et on mange vite. Donc, est-ce que tu aurais quelques conseils vraiment pratico-pratiques à donner pour contrer ça ? Alors, le conseil pratico-pratique, tu l'as cité, c'est la mastication. Mais une vraie rééducation à la mastication. C'est pas pendant 2 jours, je mastique un petit peu. C'est pendant 1 mois, 2 mois, je me rééduque à manger, à finalement avaler que quand ce qui est dans ma bouche est en texture de purée. Une fois qu'on est vraiment rééduqué, on ne peut plus manger vite. Moi, je gobais les aliments, je pense que je les mastiquais 3 fois, ça me paraissait le bout du monde. En réalité, c'est rien du tout. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de manger vite parce que c'est un réel automatisme. Donc, il faut se rééduquer et pas lâcher. Donc, on peut poser sa fourchette entre chaque bouchée au départ, compter le nombre de mastications. Je dirais au moins 30. Il y a des gens qui vont sauter au plafond, mais il faut essayer. Si déjà on fait 15, c'est super. On peut manger de sa main non dominante. On peut s'amuser à manger avec des baguettes au début. Et on lâche pas. Une fois que c'est une habitude, elle est ancrée, et quand on peut avoir des pulsions alimentaires, des pulsions émotionnelles, et bien à ce moment-là, en fait, je suis en train de ralentir puisque c'est un automatisme, et je peux revenir à moi. Et du coup, ça va me permettre forcément de moins manger et de reconnecter avec cette sensation de satiété. On va se dire, non, là, j'en peux plus. Ou alors, on va se rendre compte aussi qu'on n'a plus de plaisir dans la bouche. On parlait du plaisir. En fait, quand on mastique, on se rend compte qu'au bout d'un moment, c'est absolument dingue. Les aliments, ils ont plus de goût. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est une des choses pour lesquelles moi, je sais que j'ai du mal à mastiquer, c'est que j'ai l'impression que très très vite, ce que je mange me donne plus envie, en fait. Enfin, rien que ce que j'ai dans la bouche n'a plus de goût et me donne pas envie ne serait-ce que de l'avaler et après de continuer de manger. Donc c'est compliqué. Exactement. Mais du coup, voilà, il faut être prêt à se dire, je vais moins manger, mais toute cette dose de plaisir que je vais laisser dans mon assiette, puisque en fait là j'en peux plus, je vais la garder pour plus tard. Il faut pas le vivre aussi comme une frustration et se dire mais non, je voulais absolument finir ce gâteau, il était trop bon. Et c'est génial en fait, je vais pouvoir le finir, mais peut-être à 4 heures si je suis en train de le manger à midi. Donc je vais quand même garder mon shoot de plaisir, mais un petit peu plus tard, en différé. Et tu écris aussi dans ton livre que chacun de nos organes de digestion donnerait des indications sur la relation que nous entretenons avec le monde extérieur et les émotions que nous taisons. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que ça veut dire ? Alors ça, c'est vraiment de l'ordre du symbolique. Chacun y met les croyances qu'il souhaite. Mais effectivement, chaque organe pourrait dire quelque chose de notre relation. Typiquement, à l'extérieur. Typiquement, notre intestin, c'est une zone où il y a beaucoup d'échanges avec le monde extérieur, puisque tout ce qu'on met dans notre bouche va au niveau du tube digestif entrer dans notre organisme ou non. Donc si dans les intestins, on a ce qu'on appelle une perméabilité, qu'on a plein de choses qui rentrent à l'intérieur de nous, on peut se demander, en fait, dans ma vie, quelles sont mes limites. Voilà, c'est des pistes d'exploration qui peuvent, en thérapie, donner de l'eau à notre moulin et de nous permettre de réfléchir sur nous-mêmes. Et est-ce qu'il y a d'autres symboliques attachés à d'autres organes, alors ? J'en ai pas en tête. Pas de souci. Tu mentionnes aussi 5 physiques types qui donneraient des indications sur les blessures vécues. Est-ce que tu peux aussi nous les détailler ? Alors là, c'est le travail de Lise Bourbeau qui a du coup décrit des physiques types. Alors je les ai plus, je t'avoue que là je les ai plus en tête, qui correspondent à 5 blessures. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant d'aller regarder physiquement à quelle personnalité on ressemble. Et idem, ça peut nous permettre en fait de réfléchir sur nous, de nous donner des pistes d'exploration. Pour moi, c'est en aucun cas, on ressemble à telle personne, alors je coche toutes les cases. Non, ça peut me permettre de réfléchir sur ma blessure et sur une potentielle blessure, et c'est ce qui potentiellement pourrait m'amener à manger. Ouais, j'ai pas le détail de voilà ce qui est à cocher, mais j'avais noté donc le physique du fuyant, le physique du dépendant, le physique du masochiste, le physique du contrôlant et le physique du rigide. C'est vrai qu'à première vue, quand on lit les titres comme ça, personnellement, j'ai pas envie de m'identifier à forcément un d'eux. Mais c'est vrai que ce que je dis, c'est intéressant, c'est qu'on peut aussi voir un petit peu faire ses propres liens avec ce qu'on peut trouver et effectivement commencer à se questionner en disant
peut-être que je ressemble plus à ce type de physique-là. Est-ce que je m'identifie pour autant à la blessure ? Et peut-être après tirer des fils et découvrir, c'est ça ? Exactement. En fait, moi, tous ces outils-là, comme la symbolique dont tu parlais des organes digestifs, je trouve que c'est des super pistes pour réfléchir à soi, mais il faut réfléchir de façon intelligente, pas aussi se lancer corps et âme en se disant « je ressemble exactement à cette personne, je coche toutes ces cases ». Non, garder finalement le contrôle et prendre du recul, ce qui est extrêmement important aussi en thérapie, et savoir si on peut, si on s'identifie à tel ou tel point, et après on va réfléchir, on va en parler, et ça va nous permettre de déjà démêler certains nœuds. C'est quelque chose que tu utilises, toi, en thérapie avec des personnes qui viennent te voir pour justement se libérer de l'alimentation émotionnelle ? Alors c'est possible, oui, qu'on explore ces pistes et qu'on puisse en parler pour que justement ça puisse libérer la parole sur des points qu'on n'avait pas forcément identifiés, un peu nos fameux angles morts. Le fait d'utiliser des métaphores, des images, ça peut nous permettre d'aller plus loin et d'aller découvrir de nouvelles pistes qui sont essentielles. Et sinon, toi, quand quelqu'un vient justement te voir pour ce genre de problématique, comment tu procèdes pour commencer à créer ce chemin de libération de l'alimentation émotionnelle ? Alors moi, ce que je trouve efficace, c'est dans un premier temps de passer par le corps. Je pense qu'on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. D'ailleurs, on en parle énormément et on en parle beaucoup dans ton podcast. Je vais travailler dans un premier temps sur le côté physique. Si on n'a pas un intestin en bonne santé, un microbiote qui fonctionne bien, on va avoir des messages qui vont être biaisés au niveau du cerveau. Et mon humeur, elle peut être changeante, mes émotions peuvent être impactées et me pousser à manger. Donc on va déjà se régler ce problème-là en allant regarder le corps, en allant peut-être visiter l'alimentation dans un premier temps, si c'est possible et si ça génère pas de stress. Et après, on va travailler sur le versant plus émotionnel et psychologique. Et là, moi, j'utilise des thérapies brèves, j'utilise l'EFT, j'utilise les thérapies cognitives et comportementales, le coaching. Et en fonction de ce que vit la personne, on va aller activement travailler sur son quotidien. Je crois qu'on n'a pas forcément besoin d'aller visiter le pourquoi du comment. L'alimentation émotionnelle est arrivée dans ma vie. Ça peut être intéressant, mais finalement, ce qu'on veut, c'est avoir un quotidien apaisé. Donc, on va travailler sur le quotidien de façon efficace et active. Tu mentionnais l'EFT. Est-ce que tu peux juste réexpliquer ce que c'est et en quoi c'est un outil intéressant à utiliser dans ce cadre-là ? Alors, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle qui ressemble un peu à l'EMDR. On va taper sur des points de notre corps en verbalisant ce qu'on ressent. Et ça va vraiment nous permettre de peut-être se libérer de certains traumatismes, de l'empreinte émotionnelle qu'ont laissé certains événements dans nos vies. Et parfois, quand on parle d'alimentation émotionnelle, on va inconsciemment manger à chaque fois, que je ressens de la peur. Et cette peur, elle va faire écho à une peur que j'ai vécue enfant. Et bien, à ce moment-là, on va utiliser une technique de libération émotionnelle pour enlever toute l'empreinte que ça a laissée dans ma vie. Et l'effet qu'on en retire, c'est une légèreté incroyable. Et si je ressens plus cette émotion avec une intensité énorme, bien, je vais pas avoir besoin de manger. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire preuve d'honnêteté quand on commence à se lancer dans ce chemin un peu de rédemption. Oui, il faut accepter de pouvoir se regarder. C'est pas forcément facile de se regarder manger, de se regarder vivre, de se regarder ressentir. Et oui, du coup, je crois qu'il faut une bonne dose aussi d'honnêteté envers soi-même et envers son thérapeute si on décide de se faire accompagner. Tu mentionnes aussi un autre exercice dans ton livre qui m'a un petit peu fait tilt. C'est un petit peu remettre au final l'alimentation dans un système plus global de sa vie, de son existence. Et c'est un exercice dans lequel tu proposes de lier les valeurs qui nous tiennent à cœur dans la vie avec les valeurs qu'on devrait mettre dans notre alimentation. Pourquoi c'est un bon exercice et en quoi il consiste ? Alors moi, je l'adore cet exercice, merci d'en parler. En fait, c'est de remettre de la conscience et de l'entrain aussi dans son alimentation. Au lieu de il faut que je mange des légumes, eh bien en fait peut-être que j'ai une valeur santé haute et que pour moi manger des légumes c'est hyper important, je sais pas, pour la planète, pour des raisons X ou Y, et du coup ça va devenir facile de manger des légumes alors qu'avant j'avais pas envie. Donc pour moi c'est un levier de motivation qui est extrêmement fort et du coup on met dans notre alimentation une dimension beaucoup plus réjouissante, impliquée. Il y a un côté un peu militant, quelles que soient ses convictions, on va pouvoir représenter ses valeurs dans sa façon de manger. Et il y a d'autres petits exercices que tu donnes dans le livre, ou peut-être que tu ne donnes pas tous tes exercices dans le livre. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner qu'on peut tester déjà à la maison si on veut commencer à
enfin si on sait qu'on souffre d'alimentation émotionnelle et qu'on veut commencer un travail déjà personnel? Alors, je vais reprendre l'exercice que tu as donné dont tu as parlé, de regarder mon héritage alimentaire, de regarder vraiment ce que je mange, le contenu de mon assiette. Est-ce que c'est des choses qui me plaisent aussi? Parce que parfois, on mange en fait des choses qui nous plaisent pas par automatisme et notre vie alimentaire est assez fade et on peut avoir des pulsions alimentaires parce que c'est fade. Se poser la question de mes règles alimentaires. Qu'est-ce qui répond à il faut, je dois, il ne faut pas, je ne dois pas? Et se repositionner, savoir est-ce qu'en fait tout ça, ça me convient ou est-ce que j'ai déjà envie de faire bouger les lignes? Et de se poser les questions aussi, quand est-ce que je mange? Est-ce que je mange avec des amis? Est-ce que je mange seule? Est-ce que je me cache? Observer en fait tous ces temps-là. Et là, je rebondis sur cette histoire d'honnêteté. Il faut être prêt à regarder aussi notre quotidien et notre façon de manger. Oui, il y a un moment aussi où dans ton livre, tu proposes de vraiment écrire chaque chose qu'on mange dans la journée en étant honnête, et ce qui prend aussi en compte le fait de se dire, d'être honnête avec le fait de se dire oui, j'ai grignoté ça entre les repas et ne pas avoir peur de se rendre compte de ce qu'on mange dans la journée, ce qui peut aussi constituer un déclic, j'imagine. Alors ça peut, effectivement, parce qu'on ne se rend pas compte que toutes les heures, hop, on va prendre 2-3 amandes ici, un petit bout de chocolat, il y a un collègue qui va nous proposer quelque chose. Tout ça, en fait, on l'efface de notre esprit, parce qu'on n'y porte pas forcément beaucoup d'attention, et pourtant, ça peut nous faire souffrir. Néanmoins, cet exercice, je mets un petit bémol pour les personnes qui nous écoutent, pour des gens qui ont vraiment des troubles alimentaires, ça va être hyper dur pour eux de regarder, de noter, parce que ça va générer beaucoup d'anxiété. Donc, on fait attention si on est dans ce cas-là, on n'est pas obligé de le faire, ou alors on le fait juste sur une journée. Et pour d'autres personnes, effectivement, ça peut constituer un énorme déclic parce qu'on ne se rendait pas compte qu'on mangeait tout ça, parce qu'on ne se rendait pas compte qu'en fait, on grignotait de manière intempestive au moment où j'étais au travail devant mon bureau à faire quelque chose que j'aimais pas. Et là, hop, ok, on se rend compte que le problème, c'est pas l'alimentation. Et juste, je tiens à préciser aussi, parce que tu le fais dans ton livre, que tous ces exercices, le fait de vraiment porter plus d'attention à ce qu'on mange, de un petit peu réfléchir en fonction de ses valeurs et donc potentiellement changer un peu son alimentation, ça n'a rien à voir avec le fait d'entraîner un régime, de tester quelque chose de nouveau pour, en fait, au final, être contre-productif et mieux contrôler ce qu'on mange. C'est complètement autre chose. Oui, l'idée, c'est vraiment à terme de lâcher prise. Le contrôle, c'est d'ailleurs, et l'hyper-contrôle, c'est un élément qui est très présent dans l'alimentation émotionnelle. Donc là, on veut surtout pas aller dans ce sens-là. On veut juste pouvoir générer des prises de conscience pour pouvoir après explorer certaines pistes. Mais en aucun cas, on va contrôler ce qu'on mange à telle heure. Dans le livre, je propose aussi des pistes pour réguler son alimentation. Mais en aucun cas, il y a des aliments autorisés, des aliments interdits, absolument pas. Et vraiment, le carcan des régimes, surtout, il faut le plus possible l'éviter, puisqu'ils vont renforcer ce rapport à l'alimentation qui génère de la souffrance. Oui, à propos du contrôle et des troubles du comportement alimentaire, j'avais fait un podcast avec Victoire Masson-Dosser, ancienne mannequin, qui expliquait que vraiment, oui, le contrôle est à l'origine de tous ces troubles et souvent de l'anorexie, et donc que les régimes et tout ce qui de toute façon va entraîner le contrôle, c'est la pente la plus glissante possible à prendre. Complètement, mais en même temps, c'est ce que nous suggère notre société. Et un régime, quand on se sent pas bien dans sa peau, on a l'impression que c'est rapide, ça génère beaucoup de dopamine. D'un seul coup, on a un boost d'estime de soi. Alors on se dit, on va quand même y aller, ou alors on va faire un énième, je sais plus comment on appelle ça. On refait son alimentation, on a un nouveau cadre alimentaire qui ressemble en fait à un régime, donc on se sent bien. Mais en réalité, 98% des régimes échouent, et du coup, on a l'estime de soi qui va diminuer, on va se sentir mal, et en fait, ça va nous enfoncer encore plus qu'au départ. Et puis le fait de changer régulièrement, voire trop régulièrement de régime alimentaire peut aussi finalement détruire notre microbiote. Complètement, c'est le fait de changer d'alimentation, d'évincer tel ou tel aliment, ça va forcément avoir une répercussion sur nos 1,5-2 kg de bactéries qui en réalité nous aident énormément à vivre et à réguler nos émotions. Et puis on peut se créer aussi des carences alimentaires. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Moi vraiment, je pense qu'il faut manger de tout, mais avec parcimonie et avec des nuances. Toi, tu dirais dans ton cheminement personnel, quelle a été ta plus grosse découverte ?
je crois, le monde des émotions. Pour moi, j'avais des émotions très fortes qui étaient, je pense, dues aussi à une façon de m'alimenter qui n'était pas convenable. Et vraiment, les émotions qui nous traversent et ce monde-là, pour moi, ça a été... c'était un chamboulement incroyable. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, j'ai une dernière petite question. Comment tu te définirais en tant que mangeuse aujourd'hui ? Une mangeuse libérée et qui est dans le plaisir. Surtout, je crois que le point d'orgue, c'est le plaisir. Bah super, comme ça nous rappelle que voilà, l'alimentation, ça doit être un plaisir avant tout et quelque chose de bienveillant envers soi-même également. Merci beaucoup Julie Rojon de nous avoir éclairés et de nous avoir permis d'ouvrir la voie vers une relation donc apaisée à la nourriture. Je rappelle que ton livre « Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle » est disponible aux éditions First. On peut retrouver plus d'informations sur tes méthodes et te suivre sur ton site internet qui s'appelle tout simplement julierojon.com. Encore merci et à bientôt dans Graines de Métamorphose. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram @grainesdemétamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.